Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo de l'Institut Neurosciences. Je vous propose aujourd'hui une réflexion. Elle ne vise pas à remplacer les modèles existants, ni à introduire une nouvelle entité diagnostique. Elle part de données robustes de la physiologie respiratoire et posturale. Et elle pose une question simple. Existe-t-il une continuité physiologique entre certaines désorganisations respiratoires et expressions cliniques apparemment éloignées dans le temps? Ce qui suit n'est pas une démonstration causale. C'est une hypothèse cohérente qui mérite d'être discutée. Syndrome d'apnée obstructive du sommeil, trouble du sommeil ou modèle systémique. Nous savons que le syndrome d'apnée obstructive du sommeil est classiquement décrit comme un trouble nocturne des voies aériennes supérieures. Mais des travaux très récents en posturologie et surtout en physiologie respiratoire invitent à élargir le regard. Et si le SAOS constituait un modèle de désorganisation posturo-respiratoire persistante? Autrement dit, que nous révèle la physiologie lorsqu'on l'observe dans sa globalité? Le couplage posture et respiration. Les travaux de Clavel en 2020 et de ses collaborateurs montrent que chez les patients ayant un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, la respiration influence directement la stabilité posturale. Nous observons alors une hyperextension cervicale, une hypersyphose thoracique et une instabilité de l'équilibre en médiolatéral. La posture apparaît donc comme une réponse adaptative à une contrainte ventilatoire chronique. Ce point est très important. Le corps ne subit pas passivement, il s'adapte. Cela veut dire qu'à l'éveil, la contrainte ne disparaît pas. Il y a donc un effort ventilatoire diurne. Les travaux de Rémi Valentin et de l'équipe du professeur Siminowski, à la suite de ceux de Clavel, montrent que la respiration mobilise davantage les aires corticales motrices. Respirer n'est donc plus un automatisme totalement silencieux. Il existe alors une forme de corticalisation partielle de la commande respiratoire. Et cette mobilisation modifie le couplage entre respiration et locomotion. Respirer devient donc physiologiquement plus coûteux. Nous sommes donc en présence d'un système sous contrainte, d'autant que le coût physiologique ne se limite plus aux épisodes apnéiques. La nuit révèle, mais le jour compense. Qu'observe-t-on alors? Eh bien, une élévation du tonus de fond, une réduction de la variabilité physiologique, une difficulté d'accès aux états intermédiaires. Le système reste en semi-alerte permanente. Et donc, si ce modèle dépassait simplement le syndrome d'apnée obstructive du sommeil diagnostiqué, ici, avouons-le, nous quittons la démonstration expérimentale stricte. Nous entrons dans une hypothèse physiopathologique. Si un effort ventilatoire chronique modifie durablement la posture et le tonus, que se passe-t-il dans les formes plus discrètes, moins sévères, mais persistantes? Avouons que cette question nous ouvre un champ. Et la question peut se poser. Chez certains enfants, n'y aurait-il donc pas une expression mentale possible? En effet, chez l'enfant, le corps est plastique. La compensation ne s'inscrit pas immédiatement dans les tissus. Elle peut s'exprimer autrement. On observe d'ailleurs parfois une difficulté d'accès aux états intermédiaires. Une agitation motrice peut jouer aussi un rôle compensatoire. Une instabilité attentionnelle. Je ne parle pas ici de causalité directe. Je parle d'une cohérence physiologique possible. Un système qui finalement peine à stabiliser ses rythmes de transition. Revenons chez l'adulte. Chez l'adulte, nous assistons à une rigidification. Après des années de compensation, cette rigidification peut devenir structurelle, entraînant hypertonie cervicale, une tension permanente des muscles respiratoires accessoires qui sont sollicités de manière chronique, des cervicalgies fluctuantes et même des névralgies cervico-brachiales récurrentes. La compensation s'inscrit progressivement dans les tissus. Y a-t-il donc une continuité physiologique? Nous arrivons donc à cette hypothèse centrale. Un même mécanisme adaptatif entraînerait une désynchronisation de la respiration, du tonus et de la posture.
Et il y aurait des expressions différentes selon l'âge. Expressions pour le comportement, lors de l'enfance, et par des douleurs chroniques à l'âge adulte. Ce n'est pas une conclusion, mais c'est une hypothèse à explorer. Si cette hypothèse mérite d'être discutée, elle implique donc un déplacement clinique. Plutôt que corriger un symptôme isolé, peut-on restaurer la synchronie physiologique pour avoir une respiration plus automatique, un tonus plus modulable, une variabilité retrouvée? La question reste ouverte, et c'est précisément dans cet espace de dialogue entre recherche et clinique que nous pouvons progresser. Je vous remercie de votre attention, et si cet épisode a ouvert un espace de réflexion, plutôt qu'il n'a fermé une position, alors il aura rempli son rôle. Et maintenant, voici comment aller plus loin ensemble. L'article complet vous attend, le lien est dans la description. Prenez le temps de le découvrir pour approfondir cette réflexion. Laissez un pouce si cet épisode a résonné en vous et dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez, car votre présence compte énormément pour nous. Abonnez-vous et activez la cloche pour être informé en premier de nos prochains partages. Et si vous pensez que cette conversation peut aider quelqu'un dans votre entourage, un collègue, un ami, un proche, partagez cet épisode. C'est grâce à vous que cette communauté grandit. Au nom de toute l'équipe, merci infiniment pour votre écoute et votre confiance. Le travail continue et nous sommes honorés de le poursuivre avec vous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau partage.